Econopop Production presents un acteur incroyable, des effets spéciaux explosifs, une bande-son originale, la petite histoire d'économiste. Pour sauver l'économie, il doit être en crise. Dans les épisodes précédents, wouhou, on a une bonne crise économique mondiale des familles en 1929, crise économique qui va amener l'explosion du chômage de masse dans tous les pays occidentaux. L'Econopop Production s'excuse sincèrement pour l'interruption de ses programmes et la gêne occasionnée, mais revenons à nos Shiba. La doctrine économique du plein emploi va s'imposer dans les milieux académiques et politiques au détriment de la doctrine du laisser-faire. Sur le plan politique, c'est extrêmement remarquable avec l'arrivée au pouvoir en 1933 de Theodore Roosevelt aux États-Unis, le Front populaire en France qui arrive en 1936 avant de se faire dégager en 1937, et l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933. La doctrine du plein emploi, elle va rencontrer beaucoup de critiques, notamment dans les années 30, excepté en Allemagne. Et ce que nous dit Michel Kalicki, et c'est toute sa thèse, c'est que ces critiques sont surtout motivées par un agenda politique, et que le chômage, en plus d'être une variable économique, c'est aussi une variable politique. Politique car elle est le reflet de rapports de force qui existent dans une société entre les salariés et les détenteurs des moyens de production. Car en effet, si on analyse la société d'un point de vue de classe sociale, nous avons deux classes sociales qui sont antagonistes. Nous avons la classe sociale des travailleurs et travailleuses qui ne perçoivent comme revenus que les revenus du travail, donc les salaires, et de l'autre vous avez la classe sociale des capitalistes ou des détenteurs des moyens de production qui ne perçoivent comme revenus que les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts financiers et les revenus de propriété fonciers et intellectuels. Du point de vue des capitalistes, des capitaines d'industrie, le chômage, en fait, il va permettre de maintenir l'ordre social. Ordre social selon lequel ce sont ces capitaines d'industrie qui, en contrôlant les moyens de production, vont contrôler le niveau de production dans l'économie et donc, finalement, vont contrôler le niveau de chômage dans l'économie. Or, une politique de maintien du plein emploi qui est appuyée par la doctrine du plein emploi, mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant les années 30 glorieuses, eh bien, ce maintien du plein emploi, il va atténuer l'ordre social existant. Et c'est une des raisons qui peut expliquer alors pourquoi la bourgeoisie économique et culturelle peut alors préférer le fascisme à une démocratie sociale. C'est que le fascisme, lui, il a pour agenda justement de maintenir cet ordre social selon lequel c'est la classe des détenteurs des moyens de production qui détermine comment l'économie fonctionne. Or, une démocratie sociale, elle, a une volonté de maintien de plein emploi et de justement chambouler cet ordre social. Et ce que nous dit Michel Kalicki, c'est qu'une politique de maintien du plein emploi peut amener à la création de nouvelles institutions. C'est par exemple ce qu'on verra en France en 1945 avec la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une toute nouvelle institution qui permet à tout un tas de personnes, à l'ensemble de la population, d'avoir accès à un système d'assurance qui n'est pas un système d'assurance privé, c'est-à-dire que des personnes ne vont pas se faire du profit sur votre assurance. Et c'est aussi ce qui va permettre de financer un investissement public massif, notamment l'investissement public dans les hôpitaux. Et c'est ce qui va généraliser la construction des hôpitaux en France à partir de 1960. Et voilà l'exemple d'une nouvelle institution qui naît avec le maintien du plein emploi. Kalicki reconnaît tout de même que lorsqu'il écrit, en 1943, les capitaines d'industrie commencent à être de moins en moins réticents à l'application de la doctrine du plein emploi. Cela s'explique notamment par le fait que cette doctrine s'applique pleinement pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça permet effectivement d'augmenter la production, donc les profits pour les capitaines d'industrie, tout en réduisant le chômage. De plus, cette doctrine du plein emploi, qui est devenue hégémonique dans les années 30, au début en tout cas, eh bien, elle s'est affinée tout au long des années 30 et au début des années 40 avec les économistes qui ont travaillé dessus que j'avais présenté lors de la vidéo précédente. Et enfin, le plus important peut-être, c'est que la population reste toujours très marquée par la montée du chômage de masse après la crise de 29 et le slogan « chômage, plus jamais ça » est un slogan très populaire. Et donc on ne peut pas arriver dans l'espace public et dire « bon, le chômage, c'est quelque chose de secondaire ». Non, la principale question des politiques économiques à ce moment-là, en 1943, c'est la question du chômage. Et donc on arrive peut-être au moment le plus important de ce texte, écrit en 1943, moment le plus important parce que en fait c'est ce moment-là qui me permet de vous en parler en 2022, et c'est cette partie du texte qui a fait que ce dernier ressorte un peu de l'oubli de l'histoire de la pensée économique. En fait, Kalicki, en analysant que les capitaines d'industrie sont de moins en moins réticents à l'application de la doctrine du plein emploi, va faire une anticipation. Il se dit
Et si les politiques économiques, plus tard, allaient entreprendre une troisième voie, une troisième vision de la politique économique? Pour rappel, dans les années 20, on avait une politique économique dictée par la doctrine du laisser-faire, où en gros il fallait que l'État intervienne le moins possible. Puis arrivent les années 30, on a au contraire une vision de politique économique qui dit que l'État doit intervenir coûte que coûte pour maintenir le chômage à son plus faible niveau et rentrer dans une économie de plein emploi de manière intemporelle. Et en voyant que les capitales industriels sont de moins en moins réticents à cette application de la doctrine du plein emploi, Kalecki se dit « Et si on avait une nouvelle vision de la politique économique qui commençait à émerger maintenant en 1943 ?» qui n'est certes pas encore dominante, mais qui commence à émerger. Voici la définition de cette nouvelle vision de la politique économique selon Kalecki. Lorsque l'économie est en croissance, lorsque ça va bien, à peu près, eh bien l'État doit moins dépenser d'argent, l'État doit se retirer de l'économie en dépensant moins d'argent, donc entendez par là, en privatisant des biens, en réduisant le nombre de fonctionnaires. Mais lorsque l'économie rentre en récession, par exemple la crise des subprimes en 2008 ou, très récemment encore, la crise du Covid, là l'État doit intervenir coûte que coûte, il doit adoucir la récession économique, il doit empêcher que le chômage de masse ne s'emballe trop. Et ce que dit Kalecki, c'est que si c'est cette vision économique qui devient dominante, elle ne répond pas aux problèmes que l'on a nous actuellement. Nous en 1943 et puis nous aussi en 2022 finalement. La question du chômage. Car avec cette vision des choses, c'est-à-dire l'État se désengage de l'économie lorsque l'économie est en croissance, mais l'État s'engage dans l'économie lorsque l'économie est en récession, et après il arrête lorsque l'économie redevient en croissance, on a toujours du chômage en fait. Certes, dans les moments de récession, le chômage de masse va moins exploser qu'en 1929, mais on aura toujours du chômage. Et donc cette vision de la politique économique ne répond pas à la question du chômage. Et en fait, ce que dit Kalecki, ce que présente Kalecki en 1943, c'est ce que l'on va appeler plus tard, dans les années 90 notamment, les nouvelles politiques économiques, que l'on appelle aussi les politiques économiques contracycliques, parce que ce sont des politiques économiques qui répondent au cycle de l'économie capitaliste, à savoir phase de croissance, phase de récession, phase de croissance, phase de récession, ainsi de suite. Et face à ces cycles, l'État répond aussi. Phase de croissance, l'État arrête de dépenser de l'argent, voire il se désengage de l'économie. Et lorsque l'on est en récession, l'État dépense plein d'argent pour notamment soutenir l'activité. Et Kalecki va critiquer d'ailleurs cette nouvelle vision possible de la politique économique. Car il remarque que les chefs d'industrie, certes, ils sont moins réticents à l'application de la doctrine du plein emploi, mais ils ne sont pas moins réticents surtout. Ils sont moins réticents lorsque l'État va subventionner l'investissement, effectivement, mais ils sont très réticents lorsque l'État doit subventionner la consommation. Avec cette rhétorique qui est de dire « mais si on donne de l'argent aux pauvres, on ne sait pas comment ils vont le dépenser ». Ce à quoi Kalecki répond directement que, en fait, on s'en fout de comment l'argent va être dépensé lorsqu'on donne de l'argent à des consommateurs, car est-ce que le but d'une politique économique, et c'est un peu là-dessus qu'il va finir son propos, est-ce que le but d'une politique économique n'est pas tout simplement d'augmenter les standards de vie de l'ensemble de la population? Et c'est là où Kalecki, finalement, va poser peut-être la question centrale que l'on pourrait se poser lorsque l'on a une politique économique qui nous est présentée. À quoi sert cette politique économique? Et est-ce que finalement, tout le but d'une politique économique ne serait pas d'augmenter le standard de vie de l'ensemble de la population? Wolfgang Zwick, qui est un sociologue allemand contemporain, qui a notamment été directeur de recherche au Max Planck Institute, a fait ressortir ce texte de Michel Kalecki que je viens de vous présenter pour analyser les politiques que l'on a aujourd'hui. Pour Wolfgang Zwick, nos régimes politiques, on peut les qualifier de démocratie capitaliste. Et ce, depuis le XIXe siècle, mais surtout depuis le XXe siècle. Pour Wolfgang Zwick, certes, nous sommes en démocratie, dans le sens où, normalement, c'est la voix du plus grand nombre qui l'emporte, mais ces démocraties sont contraintes par notre système économique, qui est le système capitaliste. Alors, elles sont contraintes par un phénomène que j'avais expliqué précédemment dans la vidéo, qui est que, en fait, dans un régime capitaliste, vous avez dans la société deux groupes qui s'opposent. Vous avez d'un côté le groupe qu'on appelle les capitalistes, qui sont des personnes qui détiennent les moyens de production et qui obtiennent un revenu de par les revenus du capital. Et de l'autre côté, vous avez les travailleurs et travailleuses qui ont leur revenu que par le travail, et donc c'est notamment leur salaire.
Et que si, par exemple, les capitalistes obtiennent plus de revenus, ça se fait au détriment des salariés, et au contraire, si les salariés obtiennent plus de revenus, ça se fait au détriment des capitalistes. Et en fait, pour Wolfgang Streeck, nos démocraties sont contraintes par le capitalisme, parce que même si un gouvernement est élu, il ne pourra pas appliquer son mandat, c'est pourquoi il a été élu. Il doit au contraire essayer de gérer cette friction entre d'une part les capitalistes qui, on a vu notamment pendant les années 30, sont prêts à se débarrasser de la démocratie, donc des gouvernements en place, pour instaurer un régime fasciste afin de conserver leur pouvoir, de la même manière que les travailleurs et travailleuses, si jamais ils obtiennent de plus en plus de pouvoir, comme ça se voit pendant les 30 Glorieuses, ils vont créer des nouvelles institutions qui peuvent aussi d'ailleurs dépasser le contrôle du gouvernement. Donc il y a une sorte de lutte tripartie entre les travailleurs et travailleuses, les capitalistes et les gouvernements. Et pour Wolfgang Streeck, justement, les 30 Glorieuses, c'est en fait une parenthèse dans l'histoire des démocraties capitalistes. C'est le moment où, en fait, le chômage était réduit au plus bas niveau, et donc le moment où les travailleurs et travailleuses, en tant que classe sociale, avaient les moyens politiques de dépasser d'une part une partie du pouvoir des capitalistes en termes de contrôle d'entreprise, et aussi une partie du pouvoir des gouvernements. Parce que c'est eux qui géraient les négociations, notamment les négociations salariales, mais aussi les négociations dans tout un tas de domaines, notamment l'éducation, et même dans la gestion, par exemple, de la sécurité sociale, où ce n'était pas le gouvernement qui gérait, mais c'était les travailleurs et travailleuses. Ce qui fait que, à la fois, le pouvoir du gouvernement était de plus en plus réduit, et à la fois aussi, le pouvoir des capitalistes était au plus bas. Mais ça, c'est la parenthèse dans l'histoire des démocraties capitalistes. C'est une parenthèse qui est permise par l'application de la doctrine du plein emploi, c'est-à-dire le fait que l'État doit débourser tout le temps de l'argent pour maintenir le chômage à son plus faible niveau, permettant effectivement aux travailleurs et travailleuses d'acquérir un certain pouvoir dans la société. Mais en général, dans les démocraties capitalistes, celles et ceux qui dominent, vous avez compris, c'est les gouvernements main dans la main avec les capitalistes. Et que les deux essayent de s'allier plus ou moins parfois. Mais en général, ils s'allient, c'est-à-dire que les politiques du gouvernement sont plus ou moins dictées par les revendications du capitalisme, comme par exemple on peut le voir aujourd'hui avec les revendications du MEDEF, qui sont souvent reprises par les gouvernements. Et justement, venons à aujourd'hui. Eh bien, d'après Wolfgang Streeck, nos démocraties aujourd'hui sont très malades, voire même sont dans une crise très importante. Et cela s'explique notamment par le fait que nos démocraties capitalistes ont adopté pour régime de politique économique ces fameuses politiques contracycliques dont parlait Kalecki en 1943 déjà. Alors je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment ces politiques contracycliques sont retrouvées sur le devant de la scène, ce sera l'occasion d'en parler plus tard, mais en gros, ce que dit Wolfgang Streeck, c'est que ces politiques contracycliques qui sont aujourd'hui appliquées depuis les années 80-90, elles ont eu un effet dévastateur sur les démocraties. Cet effet dévastateur, il est assez simple à voir. C'est-à-dire que, normalement, dans le jeu démocratique qu'on nous a présenté, on nous a dit, si vous voulez plus de redistribution dans l'économie, votez à gauche, si vous voulez moins de redistribution dans l'économie, votez à droite. Or, avec ces politiques contracycliques, ce champ-là n'existe plus. Avec les politiques contracycliques, on est obligé de s'adapter au cycle du système capitaliste. Et que finalement, lorsque l'on vote à gauche ou lorsque l'on vote à droite, nous allons avoir la même politique économique qui est lorsque l'économie est en croissance, l'État doit baisser ses dépenses, et lorsque l'économie est en récession, l'État doit augmenter ses dépenses, comme on le voit actuellement avec la crise du Covid. Et donc ça veut dire que l'on se trouve dans un régime qui est ni de gauche ni de droite officiellement. C'est un régime de politique contracyclique, un peu comme Macron. En fait, Macron est le parfait représentant de cette manière de faire de la politique économique. Or, ça a une conséquence très importante. Je rappelle, dans une démocratie capitaliste, l'État, le gouvernement, c'est un peu l'arbitre du conflit qui oppose d'un côté les capitalistes, donc les grands propriétaires des moyens de production, et de l'autre côté les travailleurs et travailleuses. Et en fait, il est l'arbitre parce que c'est lui qui permet d'avoir une redistribution entre ces deux acteurs dans une économie. Or, si l'État ne cherche plus à remplir ce rôle, cela veut dire finalement que nous avons une politique qui n'est seulement menée que pour les personnes qui détiennent les capitaux et les moyens de production. Ah oui, car je rappelle, si l'État n'intervient pas dans l'économie, nous sommes dans un régime de laisser-faire, et que dans ce régime-là, ce sont bel et bien les propriétaires des moyens de production qui contrôlent et qui ont un pouvoir sur la sphère économique de la société. Ça sert à quoi de voter vu que c'est les banques qui contrôlent tout? Et pour finir, ce que nous dit Wolfgang Streeck, c'est que les populations ont commencé à prendre conscience de cet état de fait, du décès actuel des démocraties telles qu'on les connaissait au cours du XXe siècle, et que ces populations-là
tente de les contester, et c'est ce qui explique notamment le regain de mouvements sociaux très populaires et parfois un peu violents, c'est qu'en fait, vu qu'il n'y a plus d'institutions pour laisser la parole, laisser les voix s'exprimer pour changer de politiques économiques, et bien la seule manière de s'exprimer aujourd'hui, ça ne passe que par la contestation sociale et la contestation dans la rue notamment. Alors voilà, j'en ai fini avec ce thème chômage, État, fascisme, thème absolument merveilleux et trop sympa. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera sur un thème totalement différent, je ne vais pas vous spoil, et aussi d'une manière totalement différente, donc ce sera un autre format qui arrivera sur la chaîne d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et aussi à me dire si vous êtes plutôt team Shiba ou team Pandarou. Perso, moi je suis plus team Pandarou, car je trouve vraiment beaucoup trop mignons ces animaux. Donc voilà, à plus dans le bus.